9 jours avant sa mort, il a posté une vidéo depuis Hawaï. Sous le soleil éclatant, Chuck Norris lançait des coups de poing avec une précision tranquille, un sourire aux lèvres. Il a écrit simplement « Je ne vieillis pas. Je level up ». Le monde l'a cru sur parole. Pendant des décennies, Internet l'avait déclaré invincible. Les mèmes, les blagues, les défis absurdes, tout reposait sur cette idée que Chuck Norris ne pouvait pas être vaincu. Puis, le 19 mars 2026, sa famille a publié un communiqué qui a fait taire absolument tout. Derrière la légende, il y a une histoire que peu de gens ont vraiment entendue. Un garçon né dans la pauvreté rurale de l'Oklahoma. Fils d'un homme qui ne pouvait pas lâcher la bouteille. Si invisible à l'école que l'invisibilité était devenue toute son identité. Ce même garçon a bâti une fortune estimée à 70 millions de dollars à partir de rien. Il a créé une franchise télévisée qui a généré près de 700 millions de dollars et il a intenté un procès contre l'un des plus grands réseaux américains, et il l'a gagné. Comment un garçon comme lui devient-il une légende comme celle-ci? Que s'est-il vraiment passé quand Hollywood a cessé d'appeler? Et pourquoi a-t-il tout quitté pour rester 5 mois au chevet de sa femme dans un hôpital? Avant de répondre, il faut revenir au début. Il existe une version de Chuck Norris que le monde a inventée. Un homme taillé dans la pierre, immunisé contre le doute, né déjà dangereux. Cette version faisait de superbes mèmes et de meilleurs résultats au box-office. Mais le vrai Chuck Norris est né dans quelque chose de bien moins cinématographique. Ryan, Oklahoma. Le 10 mars 1940. Une ville si petite qu'elle apparaissait à peine sur la carte d'un pays encore secoué par les derniers tremblements de la Grande Dépression. Carlos Ray Norris est arrivé comme l'aîné de 3 frères dans une maison où l'argent n'était pas simplement rare. Il était un étranger qui frappait rarement à la porte. Son père, Ray Norris, prenait tous les boulots qu'il trouvait. Chauffeur de camion, de bus, mécanicien. Un homme aux multiples occupations et à une seule habitude destructrice. Ray buvait lourdement, chroniquement, avec cette cruauté particulière que l'alcool réserve aux familles de ses otages. Le jeune Carlos a grandi en témoin silencieux des ravages que l'addiction laisse derrière les portes closes. Pas la violence spectaculaire des films, mais la dévastation plus discrète. Les factures impayées, les promesses brisées, la honte qui suit un garçon jusqu'à l'école quand son père est l'ivrogne de la ville. Il en a parlé dans de rares moments d'honnêteté mesurés au fil des années, avouant qu'il était introverti presque jusqu'à l'invisibilité, peu athlétique et profondément embarrassé par la pauvreté de sa famille. Dans un monde qui récompensait la confiance et punissait la faiblesse, Carlos Norris n'avait ni armure ni arme. Sa mère, Wilma, était l'exact opposé de son mari sur tout ce qui comptait. Dévote, stable et férocement protectrice de ses fils. Elle tenait la famille ensemble par la seule force de sa foi et de sa volonté. Elle priait pour ses garçons chaque soir. Elle travaillait. Elle endurait. Et quand le mariage a finalement craqué sous le poids de l'alcoolisme de Ray, c'est Wilma qui a fait les valises pour ses 3 fils et qui a déménagé, d'abord à Prairie Village au Kansas, puis à Torrance en Californie. Elle poursuivait la stabilité comme seules les mères savent le faire, avec tout ce qu'elles ont et aucune garantie d'arriver à destination. Torrance n'était pas glamour. Mais c'était différent. Le soleil était plus chaud. Les écoles étaient plus grandes. Et pour un garçon timide de l'Oklahoma qui avait passé son enfance à se sentir nulle part à sa place, la Californie offrait au moins la possibilité d'une réinvention. Il a terminé le lycée sans distinction particulière. Silencieux, ignoré, ordinaire selon tous les critères que le monde utilisait pour mesurer les jeunes hommes. À la fin des années 1950, il n'y avait ni trophée sportif, ni honneur académique, ni chemin tracé qui s'annonçait clairement. Alors en 1958, Carlos Ray Norris a fait ce que beaucoup de jeunes hommes sans carte et sans argent faisaient à cette époque. Il s'est engagé dans l'United States Air Force. Ce serait la décision la plus importante de sa vie. Il a été affecté à la base d'Ozan en Corée du Sud, en tant que policier de l'air, l'équivalent militaire de la police. Un travail sans glamour dans un pays inconnu, loin de la Californie, loin de tout ce qui lui était familier. Mais c'est en Corée du Sud que quelque chose est arrivé à Carlos Norris qu'aucune affiche de recrutement n'aurait pu prédire. Il a découvert les arts martiaux. Il est tombé presque par hasard dans un cours de Tang Soo Do, comme arrivent souvent les choses qui changent une vie. Sans cérémonie, sans avertissement. Mais dès la première séance, quelque chose s'est mis en place qui n'avait jamais trouvé sa place avant.
Ici, une discipline récompensait exactement les qualités qu'il avait toujours portées en silence. La patience, la précision, la persévérance, la volonté d'absorber la douleur et de revenir sur le tapis. Pour un garçon qui avait passé son enfance à se sentir impuissant, le dojo offrait quelque chose d'enivrant, la possibilité de la maîtrise. Il s'est entraîné avec obsession. Avant la fin de son déploiement en 1962, il avait obtenu sa ceinture noire en Tang Soo Do, la première d'une collection qui allait finir par couvrir plusieurs disciplines. Il est rentré en Californie, non plus comme le garçon invisible qui était parti, mais avec quelque chose en lui de fondamentalement réorganisé. Il savait désormais ce pourquoi il était doué. Il savait ce qu'il voulait. Il a ouvert un studio de karaté à Torrance. Puis un autre. Puis encore un autre. Au sommet de son activité, Chuck Norris eut le surnom qu'il avait reçu en Corée, une version plus courte et plus rude de Carlos qui correspondait à l'homme qu'il devenait possédait et gérait plus de 30 studios à travers la Californie. Il n'était pas encore célèbre. Il n'était pas encore riche. Mais il construisait quelque chose de réel avec ses mains et sa discipline. Et les élèves le remarquaient. La rumeur s'est répandue à Los Angeles, là où la célébrité et l'ambition tournent l'une autour de l'autre comme des planètes. Parmi ceux qui ont fréquenté les studios de Chuck Norris figurait Steve McQueen, sans doute la plus grande star de cinéma de l'époque, ainsi que Priscilla Presley, Donnie et Marie Osmond, et Bob Barker. Ce n'étaient pas des visites occasionnelles. McQueen, un homme célèbre pour son allergie à tout ce qu'il considérait comme faux, s'est entraîné sérieusement sous la direction de Norris et est devenu un véritable ami. Il a été parmi les premiers à regarder Chuck Norris et à dire à voix haute que cet homme avait sa place sur un écran. Mais avant l'écran est venu le tapis. Et sur le tapis, Chuck Norris devenait quelque chose d'extraordinaire. Il avait commencé à participer à des tournois de karaté professionnels au début des années 1960, perdant plus qu'il ne gagnait au début un détail dont il a toujours parlé avec franchise. Il a perdu le championnat international de karaté plusieurs fois avant de le remporter. Il perdait. Il analysait pourquoi. Il revenait. Ce cycle perdre, analyser, s'adapter, revenir définirait non seulement sa carrière martiale, mais chaque chapitre de sa vie qui suivrait. En 1968, il a remporté le premier de 6 titres consécutifs de champion du monde poids moyen professionnel de karaté. 6 d'affilée. Dans un sport construit sur l'idée que chaque combattant peut être battu, Chuck Norris a construit une dynastie. En 1969, il a remporté ce qu'on appelait la triple couronne du karaté, l'honneur individuel le plus élevé du sport, et a été nommé combattant de l'année. Il n'avait pas encore 30 ans. Il avait commencé avec rien. Il avait été élevé dans l'humiliation et l'angoisse économique, abandonné d'une certaine façon par un père qui ne pouvait pas échapper à ses propres démons. Et maintenant il était le meilleur au monde dans quelque chose. Pas presque le meilleur. Pas parmi les meilleurs. Le meilleur. C'est aussi pendant cette période qu'il a rencontré l'homme qui allait ouvrir le chapitre suivant, Bruce Lee. Ils se sont croisés pour la première fois au milieu des années 1960. 2 artistes martiaux qui ont immédiatement reconnu chez l'autre quelque chose de rare. Non seulement une maîtrise technique, mais une compréhension philosophique du combat qui allait au-delà du physique. Ils se sont entraînés ensemble. Ils ont débattu de technique. Ils sont devenus de véritables amis. Et quand Bruce Lee a constitué la distribution de son film de 1972, La Fureur du Dragon, il a pensé à ce champion américain de karaté qui lui avait donné les sparring les plus durs de sa vie. Il a appelé Chuck Norris. Le rôle n'était pas celui du héros. C'était celui du méchant, un mercenaire engagé pour détruire le personnage de Lee, culminant dans une scène de combat final à l'intérieur du Colisée de Rome qui deviendrait l'une des séquences les plus iconiques de l'histoire du cinéma d'arts martiaux. Pour le rôle, Norris aurait pris du poids pour paraître plus imposant aux côtés de Lee. À l'écran, les 2 hommes se déplaçaient comme des forces de la nature en collision. C'était la première fois que le monde voyait le visage de Chuck Norris. Ce ne serait pas la dernière. Il avait 32 ans. Il n'avait aucune formation d'acteur, aucun agent, aucune connexion hollywoodienne au-delà des clients de son studio de karaté. Ce qu'il avait, c'était une présence que la caméra ne peut pas fabriquer, seulement révéler. Et Bruce Lee, l'un des hommes les plus perspicaces de l'histoire du cinéma, l'avait vu immédiatement. Le garçon timide de l'Oklahoma. Le fils d'un alcoolique. Le gamin qui avait été invisible si longtemps que l'invisibilité était devenue toute son identité.
Il était sur le point de devenir impossible à ignorer. La fureur du dragon a ouvert une porte. Ce que Chuck Norris a fait ensuite, c'est la défoncer d'un coup de pied. Hollywood au milieu des années 1970 ne l'attendait pas. L'industrie fonctionnait sur les relations, les agents, les producteurs et la politique des studios, sur ce genre de monnaie sociale qui s'accumule pendant des décennies dans les bonnes pièces aux bonnes fêtes. Chuck Norris n'avait rien de tout cela. Ce qu'il avait, c'était un visage que la caméra respectait, un corps qui bougeait avec la fluidité de 20 ans de discipline et cette obstination particulière d'un homme qui avait déjà survécu à des choses bien pires que des lettres de refus. Son premier rôle principal est arrivé en 1976 avec Breaker. Breaker, un film d'action low budget de camionneur qui lui a rapporté exactement $10 000 et exactement 0 éloge critique. Les critiques, quand elles existaient, n'étaient pas tendres. Mais le film a trouvé un public parce que Chuck Norris à l'écran, même dans une production bon marché avec un scénario mince, projetait quelque chose que les critiques ne pouvaient pas tout à fait nommer, mais que le public ressentait immédiatement, la fiabilité. La certitude que cet homme ne flancherait pas, ne s'effondrerait pas, ne jouerait pas la peur de manière convaincante parce qu'il ne semblait pas la ressentir. Les chèques augmentaient modestement mais régulièrement. Good Guys Wear Black en 1978 lui a rapporté $40 000. A Force of One en 1979 a porté cela à $125 000. En Eye for an Eye en 1980 a poussé jusqu'à $250 000. Selon n'importe quelle mesure, ce n'étaient pas les chiffres d'une star. Mais c'étaient les chiffres d'un homme qui construisait quelque chose brique par brique, de la même manière patiente et méthodique avec laquelle il avait construit ses titres de champion de karaté. Un match, un film, un pas à la fois. Puis est venu Canon Film et tout s'est accéléré. Menahem Golan et Yoram Globus, les cousins israéliens qui dirigeaient Canon Film au début des années 1980, ne faisaient pas de l'art. Ils faisaient du produit, des films d'action rapides, bruyants, sans complexe commercial que les critiques rejetaient et que le public dévorait. Ils comprenaient quelque chose que la plupart d'Hollywood étaient trop raffinés pour admettre. Qu'il existait un énorme public d'Américains de la classe ouvrière qui voulaient voir un certain type de héros à l'écran. Pas compliqué, pas tourmenté, pas déconstruit par l'ironie. Juste dur, juste et finalement victorieux. Chuck Norris était né pour habiter cet espace. Le partenariat a produit certains des films d'action les plus marquants de la décennie. Lone Wolf MCK en 1983, encore considéré comme son meilleur film d'action pure, l'a mis dans la peau d'un Texas rangé solitaire opérant aux marges de la loi, un rôle si parfaitement adapté à sa persona qu'il ressemblait moins à du jeu qu'à de la documentation. Missing in Action en 1984 a été un phénomène, touchant le nerf à vif de l'anxiété américaine sur les prisonniers encore présumés détenus au Vietnam et transformant ce chagrin en catharsis cinématographique pure. La suite a suivi immédiatement. Puis Code of Silence en 1985, largement salué même par les critiques qui avaient rayé Norris de la carte. Puis Delta Force en 1986, un film arrivé à un moment d'anxiété nationale intense sur le terrorisme et offrant la réponse la plus primitive possible. Ces films n'étaient pas Shakespeare. Ils n'essayaient pas de l'être. Ce qu'ils étaient, c'était honnête. Honnête sur ce qu'ils offraient et à qui. Et le public a répondu avec le genre de loyauté que les studios dépensent des centaines de millions pour essayer de fabriquer artificiellement. Au sommet de sa carrière au milieu des années 1980, Chuck Norris figurait parmi les stars d'action les plus rentables du monde, partageant cette ère rare avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Des hommes venus d'endroits complètement différents avec des outils complètement différents, mais qui comprenaient la même vérité fondamentale sur ce dont les spectateurs de cette époque avaient faim. Il y avait une différence notable. Là où Stallone cultivait le pathos et Schwarzenegger embrassait l'autodérision, Chuck Norris restait droit. Complètement, presque défensivement droit. Il ne faisait pas de clin d'œil à la caméra. Il ne livrait pas ses répliques avec la conscience que le public pourrait les trouver absurdes. Il jouait chaque scène comme si les enjeux étaient réels parce que, pour le personnage qu'il incarnait, il l'était. Les critiques appelaient cela un manque de registre. Le public appelait cela de l'intégrité. Et le box-office, pendant la plus grande partie de la décennie, était d'accord avec le public. Mais l'industrie du cinéma est une marée et aucun acteur ne peut arrêter l'eau indéfiniment. Au début des années 1990, l'ère Canon Film touchait à sa fin. Le studio lui-même s'est effondré sous le poids des dettes et de la surextension,
et l'appétit pour des héros d'action pure et sans ironie évoluait. Les budgets massifs se dirigeaient vers la science-fiction, vers les effets spéciaux, vers une nouvelle génération de stars. Et la porte qui avait été ouverte pour Chuck Norris ne se refermait pas exactement, mais elle se rétrécissait. Il est passé à la télévision. Walker, Texas Ranger a débuté sur CBS en avril 1993. Norris incarnait Cordell Walker, un Texas Ranger moderne, à moitié Cherokee, farouchement moral et profondément engagé dans la justice dans un Dallas qui ne manquait jamais de criminels. La série n'était pas sophistiquée selon les critères que les critiques célébraient à l'époque. Ce n'était pas The Wire. Ce n'était pas de la télévision de prestige. Elle était, par conception et par conviction, une série sur un homme bon faisant le bien dans un monde qui continuait à produire du mal. Livrée avec cette clarté morale sans complication à laquelle une partie importante de l'Amérique répondait chaque samedi soir. Elle a duré 8 saisons, 203 épisodes, de 1993 à 2001. Cordell Walker était l'un des personnages les plus reconnaissables de la télévision américaine, un pilier dans des dizaines de millions de foyers, le genre de série que les familles regardaient ensemble à travers les générations. Norris n'était pas seulement l'acteur principal. Il était aussi producteur, ce qui signifiait que son empreinte était sur le ton, l'éthique, la texture spécifique de ce que la série était et n'était pas prête à être. Sa rémunération reflétait ce double rôle. À la fin de la série, il gagnait environ 375 000 $ par épisode, un chiffre qui le plaçait dans le haut du panier des salaires télévisuels de l'époque, et qui, sur 203 épisodes, se traduisait par une somme dépassant les 30 millions de dollars venant uniquement de la série. Mais l'histoire de Walker, Texas Ranger et de l'argent ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête nulle part près de là. La série a continué à générer des revenus longtemps après l'arrêt des caméras grâce à la syndication, aux licences, à la distribution internationale et plus tard, au streaming. Selon des documents judiciaires qui deviendraient publics, la série a produit plus de 692 millions de dollars de revenus totaux au cours de son existence. Chuck Norris, via sa société de production Top Kick Productions, détenait un droit contractuel à 23% des bénéfices de la série. Il estimait que CBS lui devait bien plus que ce qu'il avait reçu. En 2018, Norris a intenté un procès contre CBS, alléguant que le réseau avait structuré les accords de distribution de la série, y compris les accords de streaming remontant à 2004, de manière à masquer délibérément les bénéfices et à empêcher la clause de participation au profit de se déclencher. C'était une action en justice détaillée et techniquement complexe. Et ce n'était pas le genre de combat qu'un homme entreprend à la légère. Intenter un procès contre l'un des 3 grands réseaux de diffusion américains sur une série terminée depuis près de 2 décennies exigeait à la fois la conviction que la revendication était juste et les ressources pour soutenir une bataille juridique prolongée. Chuck Norris avait les deux. L'affaire a cheminé dans le système judiciaire pendant 5 ans. En juillet 2023, les parties sont parvenues à un règlement et les termes n'ont pas été divulgués publiquement. CBS a publié seulement une brève déclaration confirmant que le différend avait été résolu. Mais le fait du règlement, après des revendications selon lesquelles le réseau lui devait plus de 30 millions de dollars, en disait long sur le bien-fondé de sa position. C'était, à sa manière, entièrement cohérent avec tout ce que Chuck Norris avait toujours fait. Il n'avait pas accepté le premier verdict. Il n'était pas parti d'un combat parce que l'adversaire était grand et les chances incertaines. Il avait fait la même chose qu'il avait faite dans les tournois de karaté des années 1960. La même chose qu'il avait faite quand Canon Film s'était effondré. La même chose qu'il avait faite chaque fois que la vie plaçait quelque chose de grand et d'immobile sur son chemin. Il avait trouvé un moyen de passer à travers. Au moment où Walker, Texas Ranger a terminé sa diffusion originale en 2001, Chuck Norris avait construit quelque chose qui défiait toute catégorisation facile. Il était champion d'arts martiaux, star de cinéma, institution télévisuelle, producteur, homme d'affaires, et pour une génération d'enfants américains qui avaient grandi en regardant Cordell Walker rendre justice chaque samedi, quelque chose qui approchait d'un compas moral. Pas un homme parfait, pas un homme sans contradiction, mais un homme dont la présence publique avait été organisée autour de l'idée que la discipline, la foi et la persévérance n'étaient pas des concepts naïfs, mais fonctionnels. Qu'ils marchaient vraiment. Que le monde les récompensait finalement si on restait dans le combat assez longtemps. Les mêmes qui arrivaient, le phénomène Internet qui allait rendre son nom synonyme d'invincibilité elle-même, n'était pas encore là. Mais les fondations en avaient été posées sur 4 décennies de présence,
d'absorption de ce qui venait et de refus d'être terminé. La légende était complète. Ce qui est venu ensuite était quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que la légende ne l'avait pas préparé à affronter. Quelque chose qu'aucun coup de pied retourné, aucune équipe juridique, aucun contrat de production et aucune quantité de discipline ne pouvaient pleinement équiper un homme à endurer. La vie allait demander à Chuck Norris quelque chose de bien plus coûteux que de l'argent. Il existe un type particulier de richesse que Hollywood produit en abondance. Celle qui arrive vite, se dépense encore plus vite et laisse ses anciens propriétaires avec rien d'autre que des histoires et des regrets. Chuck Norris en a construit une différente, entièrement. Au moment de sa mort le 19 mars 2026, Chuck Norris possédait une fortune estimée à 70 millions de dollars. Pas les fortunes à 9 chiffres de l'ère du streaming. Pas le genre de chiffres qui génèrent des couvertures de magazines sur les îles privées et les super yachts. Mais 70 millions construits sans héritage, sans connexion familiale, sans aucun raccourci, accumulés sur 6 décennies de travail acharné, diversifié et discipliné par un homme qui avait commencé avec précisément rien et n'avait jamais oublié ce que rien signifiait. L'architecture de cette fortune mérite d'être comprise parce qu'elle reflète l'homme aussi clairement que tout ce qu'il a jamais dit dans une interview. La fondation était le cinéma. Ces films des années 1970 et 1980 ont généré plus de 500 millions de dollars de revenus mondiaux. Et même si Norris n'a pas capturé un pourcentage de ce brut au niveau qu'une star moderne négocierait, ses salaires ont augmenté régulièrement au fil de la décennie. De 10 000 dollars pour Breaker. En 1976 à des chèques qui le plaçaient parmi les stars d'action les mieux payées de l'ère Canon Film au milieu des années 1980. Pour The Expendables 2 en 2012, son retour à l'écran après 7 ans d'absence aux côtés de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis et pratiquement toutes les autres icônes d'action de sa génération, il aurait touché 1,5 million de dollars pour ce qui équivalait à un caméo célébré. Le public a rugi quand il est apparu. Cela ressemblait à des retrouvailles avec quelque chose qu'ils avaient manqué sans vraiment s'en rendre compte. Mais le cinéma n'était que la fondation. Walker, Texas Ranger était la structure construite dessus. 375 000 dollars par épisode sur 203 épisodes. Une série qui a généré 692 millions de dollars de revenus totaux grâce à sa diffusion originale, à la syndication, aux licences internationales et au streaming. Et une clause de participation au bénéfice de 23% que CBS aurait structurée pour éviter de la déclencher, menant au procès de 2018 et au règlement de 2023, dont les termes non divulgués suggéraient fortement que Norris avait raison d'estimer qu'on lui devait bien plus que ce qu'il avait reçu. Au-delà des victoires judiciaires et des salaires d'acteurs, Chuck Norris comprenait quelque chose que beaucoup d'artistes de sa génération n'ont pas compris, qu'un nom bien géré est une entreprise. Il a construit en conséquence. Lui et Gina ont cofondé Seaforth Water, une marque d'eau artisanale provenant d'un aquifère naturel sous leur vaste ranch à Navasota, au Texas. L'entreprise se distinguait par une source durable et un emballage éco-responsable, se positionnant non comme un projet vaniteux de célébrité, mais comme un véritable produit de consommation construit sur les valeurs que le nom Norris avait toujours portées. Transparence, pureté, discipline. Parallèlement, ils ont lancé Rundus Provisions, proposant des compléments nutritionnels et des produits de préparation aux situations d'urgence qui parlaient directement au public qui avait toujours été le plus loyal envers Chuck Norris. Des Américains qui valorisaient l'autonomie, la santé physique et la préparation. Une troisième entreprise, Lone Wolf Ranch Pay, étendait la marque à une nutrition premium pour animaux de compagnie faite à partir d'ingrédients élevés au ranch. Ces écoles d'arts martiaux, la chaîne qui avait commencé à Torrance en 1962 avec un seul studio et qui avait fini par dépasser les 30 emplacements, continuaient à générer des revenus grâce à la United Fighting Art Federation, l'organisme de certification que Norris avait créé en 1979 pour fournir à ses écoles affiliées un programme standardisé et des accréditations. Les contrats de sponsoring, les accords de licence, les ventes de livres de ses 5 ouvrages publiés sur les arts martiaux et la foi chrétienne, et les royalties de décennies d'apparitions au cinéma et à la télévision complétaient le tableau. Un analyste financier cité après sa mort l'a décrit comme un exemple classique de construction de richesse à travers de multiples flux de revenus, notant que sa décision de prendre des positions de propriétaire en tant que producteur, plutôt que d'accepter seulement des salaires d'acteurs, lui avait permis de participer à des revenus à long terme que la plupart des acteurs de son époque avaient simplement cédés. Il possédait de l'immobilier qui reflétait à la fois ses racines texanes et sa relation ultérieure avec Hawaï.
Le ranch de Navasota au Texas avait été sa résidence principale pendant des années. Vaste, privé, aussi éloigné d'Hollywood qu'un homme pouvait l'être tout en restant techniquement dans l'industrie du divertissement. Sur la côte nord de Kauai, lui et Gina possédaient une propriété depuis 2015, estimée à environ 7 millions de dollars, où il passait de plus en plus de temps dans ces dernières années. C'est sur cette île, dans ces derniers jours, que l'urgence médicale a frappé. Et puis il y avait les mèmes. Au milieu des années 2000 est apparu un phénomène en ligne qu'aucun publiciste n'aurait pu concevoir et qu'aucun studio n'aurait pu acheter. Les Chuck Norris Facts, une collection absurde et sans cesse grandissante de one-liners construits autour de l'idée de son invincibilité défiant la physique, se sont répandus sur les forums, les réseaux sociaux et finalement dans le vocabulaire culturel plus large de l'Internet anglophone. La mort a déjà vécu une expérience proche de Chuck Norris. Chuck Norris ne lit pas les livres. Il les fixe jusqu'à ce qu'il lui donne l'information. Chuck Norris peut diviser par 0. Les blagues étaient ridicules. Elles étaient aussi, paradoxalement, une forme de révérence authentique. Une façon pour une génération qui avait grandi en le regardant à l'écran de traiter cette qualité spécifique qu'il avait toujours projetée. La certitude et le calme, le refus d'apparaître effrayé par quoi que ce soit que le monde plaçait devant lui. Norris les a reçus avec grâce et un humour sec, participant parfois à la blague lui-même. Le 10 mars 2026, pour son 86e anniversaire, il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux depuis Kauai. Il était en tenue d'entraînement. Il lançait des coups de poing. Il souriait. La légende disait « Je ne vieillis pas. Je level up ». 9 jours plus tard, il était parti. Sous l'Empire et la légende, sous la fortune et les entreprises et l'immortalité Internet, il y avait toujours l'autre chose, la chose que Chuck Norris lui-même aurait dit compter le plus, sa foi. Né des prières de sa mère Wilma sur 3 garçons dans une maison qui ne pouvait pas toujours payer le dîner, approfondi à travers des décennies de discipline, de perte et de guérison. Sa foi chrétienne n'était pas une position de relation publique ni un calcul démographique. Elle était structurelle. Elle organisait sa façon de penser à l'échec, au mariage, à la paternité, au but de la fortune qu'il avait passé sa vie à accumuler. Kickstart Keys, l'organisation à but non lucratif qu'il avait fondée en 1990, à l'origine appelée Kick Drug Out of America, qui avait touché plus de 100 000 jeunes à travers des programmes gratuits d'arts martiaux et d'éducation au caractère dans les collèges et lycées à la fin de sa vie, n'était pas une stratégie fiscale. C'était une expression directe de ce qu'il croyait que la richesse était réellement faite pour. Que la discipline qu'il avait sauvée d'une enfance brisée méritait d'être transmise gratuitement à des enfants qui se trouvaient dans des variantes du même endroit où il s'était tenu autrefois. Il a bâti un empire et il l'a utilisé comme un outil. Et il n'a jamais, dans aucune interview sur 6 décennies, suggéré que l'empire était le but. Dans les dernières années de sa vie, Chuck Norris a perdu des êtres chers. Ce n'est pas inhabituel à dire d'un homme de 86 ans. L'âge porte ce coup particulier, la soustraction lente des personnes qui vous connaissaient avant que le monde ne le fasse. Celle dont la présence précédait la gloire et qui serait restée si la gloire n'était jamais venue. Mais pour Chuck Norris, les pertes de ces dernières années sont arrivées avec un poids qui semblait appuyer différemment que le chagrin ordinaire. Parce que ce n'étaient pas des étrangers. C'étaient les ancres. Sa mère, Wilma, la femme qui avait prié pour lui dans la pauvreté, qui avait fait les valises pour 3 garçons et roulé vers quelque chose de mieux sans garantie que cela existait, et qui avait été le centre stable d'une enfance qui aurait pu le détruire, est morte en 2024. Elle avait vécu une longue vie. Cela n'a pas rendu son absence plus petite. Chuck Norris avait parlé de sa mère à travers des décennies d'interviews avec une tendresse particulière qu'il réservait à très peu de sujets. Elle était l'origine de tout ce qui valait la peine d'être gardé en lui. Sa foi était sa foi. Son refus de se rendre était le plan pour le sien. La perdre, c'était perdre la première personne qui avait jamais cru sans condition et sans preuve qu'il valait la peine d'être cru. Puis, en décembre 2025, Diane Olchek est morte, sa première femme. La femme qui avait épousé Carlos Ray Norris en 1958, avant les titres de champion de karaté, avant Bruce Lee, avant qu'Hollywood ait la moindre idée qu'il existait, et qui était restée pendant 30 ans à travers tout cela. Quelles que soient les complications privées de leur divorce ultérieur, Diane était tissée dans les chapitres fondateurs de sa vie d'une manière qui ne pouvait pas être défaite par des documents légaux. Elle était la mère de ses enfants. Elle avait été là au début quand il n'y avait rien pour quoi être là sauf l'homme lui-même. 2 pertes en quelques mois.
Deux femmes qu'il avait façonnées à la racine. Chuck Norris a eu 86 ans le 10 mars 2026. Il était à Kauai, Hawaï, dans la propriété sur la côte nord que lui et Gina possédaient depuis 2015. L'île qui était devenue dans ces dernières années un véritable havre de paix. La lumière du Pacifique, le rythme plus calme, et la distance par rapport à la machine de l'industrie du divertissement qui avait consommé tant de sa vie pendant si longtemps. Il a marqué l'anniversaire comme il avait toujours marqué tout, en travaillant. Il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Il était en tenue d'entraînement sous le soleil hawaïen, se déplaçant avec l'économie délibérée et entraînée d'un homme qui avait passé 60 ans à enseigner à son corps exactement quoi faire. Il lançait des coups de poing. Il souriait à la caméra avec cette satisfaction particulière de quelqu'un qui a survécu à la plupart des choses qui ont essayé de l'arrêter. La légende était brève et entièrement caractéristique, « Je ne vieillis pas. Je level up ». La vidéo a été partagée des centaines de milliers de fois. Les fans ont répondu comme ils l'avaient toujours fait, avec affection et avec cette chaleur spécifique qui s'accumule autour d'une personne qui a été une présence fiable dans votre vie à travers les décennies. Les Chuck Norris Facts ont surgi dans les commentaires comme ils le faisaient toujours. Il avait 86 ans et était encore capable de générer le genre de joie authentique que la plupart des artistes passent des carrières entières à poursuivre. 9 jours plus tard, le 19 mars 2026, Chuck Norris a subi une urgence médicale soudaine sur l'île de Kauai. Il a été transporté d'urgence au Wilcox Medical Center à Liu. La nature de l'urgence n'a pas été divulguée publiquement. Les premiers rapports indiquaient qu'il avait été actif et de bonne humeur juste la veille. Une source qui avait parlé avec lui le 18 mars l'avait décrit comme joyeux, jovial, en train de s'entraîner. L'effondrement a été soudain, comme le sont les choses les plus dévastatrices. Non précédé d'un long déclin qui permet la préparation, mais arrivant sans avertissement au milieu d'une journée ordinaire sur une île où il avait été heureux, en faisant les choses qu'il avait toujours faites. Gina était avec lui. Ses enfants ont été contactés et ont fait leur chemin vers Hawaï. La famille s'est rassemblée de la manière dont les familles se rassemblent quand quelque chose d'irréversible est compris comme étant en train de se produire. Pas d'une façon qui peut être planifiée ou gérée, mais dans l'urgence particulière qui dépouille tout le reste et réduit le monde à la chambre, à la personne, au temps restant. Le matin du 20 mars 2026, la famille Norris a publié un communiqué via les réseaux sociaux. C'est avec le cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris hier matin. Nous souhaitons garder les circonstances privées, mais sachez qu'il était entouré de sa famille et en paix. Le communiqué continuait, et dans sa simplicité, il disait tout au monde. Pour le monde, il était un artiste martial, un acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et un grand-père aimant, un frère incroyable et le cœur de notre famille. Il a vécu sa vie avec foi, avec un but et un engagement inébranlable envers les personnes qu'il aimait à travers son travail, sa discipline et sa gentillesse. Et il a inspiré des millions de personnes dans le monde et laissé un impact durable sur tant de vies. La cause du décès n'a pas été divulguée. La famille a demandé la confidentialité. Et le monde, qui avait passé des décennies à construire une mythologie entière autour de l'idée que Chuck Norris ne pouvait pas être vaincu par quoi que ce soit, ni le temps, ni les circonstances, ni le poids complet du destin arrivant d'un coup, est tombé dans le silence. Pas pour longtemps, parce que la chose à propos d'une vie construite comme Chuck Norris a construit la sienne, c'est qu'elle n'a pas besoin que son sujet soit présent pour continuer à parler. Ces films sont toujours là. Les 203 épisodes de Walker, Texas Ranger trouvent encore leur public, délivrent encore la même assurance sans complication qu'ils ont toujours délivrée. Qu'un homme bon avec assez de discipline et assez de conviction peut faire une différence dans un monde qui continue à produire des raisons d'en douter. Les Chuck Norris Facts circulent encore, font encore sourire, portent encore ce courant sous-jacent particulier d'admiration authentique habillé en comédie absurde. Kickstart qui se fonctionne encore, touche encore des jeunes dans les collèges et lycées à travers l'Amérique, place encore les arts martiaux et le développement du caractère entre les mains d'enfants qui ont besoin exactement de ce dont un garçon timide et pauvre de l'Oklahoma avait besoin autrefois. Quelque chose en quoi croire et quelqu'un pour leur montrer que la discipline n'est pas une punition mais une libération. Il a laissé 70 millions de dollars. Il a laissé 5 enfants et 13 petits-enfants. Il a laissé une femme qui avait survécu à quelque chose qui aurait dû la tuer en partie parce qu'il avait refusé de le laisser faire. Il a laissé une organisation à but non lucratif qui avait touché plus de 100 000 vies.
Il a laissé une franchise qui avait généré près de 700 millions de dollars et un public qui avait aimé Cordell Walker avec le genre de loyauté que les cadres de télévision passent des carrières à essayer de comprendre. Et il a laissé quelque chose de plus dur à quantifier, mais peut-être plus durable que tout le reste, la qualité spécifique de son exemple. Qu'un garçon peut naître dans la pauvreté, la dysfonction et l'invisibilité et que, pourtant, par l'application d'un effort soutenu et sérieux sur une vie soutenue et sérieuse, il peut devenir quelque chose. Pas sans effort, pas sans coups, pas sans échecs et pertes et les humiliations particulières que la vie distribue sans se soucier de savoir si vous les méritez. Mais quelque chose de véritablement et indiscutablement quelque chose. Chuck Norris n'était pas un homme parfait. Il était un homme divorcé. Un homme qui a fait des erreurs, qui a eu des chapitres compliqués, qui portait les cicatrices d'une enfance qu'il n'avait pas choisie et d'une entreprise qui s'est effondrée et d'un mariage qui s'est terminé. Il était un homme qui s'est assis au chevet de sa femme mourante sur un canapé d'hôpital pendant 5 mois et lui a lu des livres l'un après l'autre parce que c'était à quoi ressemblait l'amour quand les caméras étaient éteintes et que le choix était réel. Il était, à la fin, exactement ce que les mèmes ont toujours prétendu et aussi quelque chose que les mèmes ne pouvaient jamais tout à fait capturer. Plus dur qu'il n'en avait l'air, plus humain que la légende ne le permettait, et plus digne d'être rappelé pour la texture réelle de sa vie réelle que n'importe quel coup de pied retourné jamais filmé. Le dernier combattant a quitté le tapis. Mais la leçon qu'il a laissée que le combat lui-même, poursuivi avec foi, discipline et le refus de rester à terre, cette leçon ne prend pas sa retraite avec lui. Si cette histoire vous a touché, si Chuck Norris a fait partie un jour de la bande-son de votre vie, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que les débuts ordinaires ne déterminent pas les fins extraordinaires. Et abonnez-vous, parce que chaque semaine nous racontons les histoires des personnes qui ont façonné le monde. L'histoire complète, la vraie histoire, celle qui se cache derrière la légende. Chuck Norris. 10 mars 1940, 19 mars 2026. Il a level up une dernière fois.